Dans cette séquence, on va voir quelques techniques de calcul d'une intégrale. Alors bien sûr, la première technique, on l'a déjà vu plusieurs fois, consiste à chercher une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Et puis une fois qu'on, cette fonction elle s'appelle petit f, et une fois qu'on a trouvé une primitive grand F, on fait grand F de B moins grand F de A. Et bien sûr, pour chercher une primitive, vous avez toutes les techniques qu'on a déjà vues au premier semestre. Alors, une deuxième technique qu'on a déjà vue aussi au premier semestre, c'est l'intégration par partie. Alors, je rappelle le principe. Si vous avez deux fonctions u et v qui sont de classe C1 sur un intervalle i, alors, quel que soit AB appartenant à I2, l'intégrale de A à B de U' de x v de x dx va être égale à U fois V prise entre A et B, moins l'intégrale de U fois V' dx. Ou bien, je peux aussi le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer à mettre de ce côté-là l'intégrale de A à B de U' V, et puis faire passer ce terme-là de ce côté-là, donc ça fera UV entre crochets moins l'intégrale de U'V. Et vous avez vu, on a eu déjà l'occasion d'en parler, des fois c'est plus pratique de présenter l'intégrale comme ça, et des fois c'est plus pratique de la présenter comme ça. Et puis bien sûr, l'objectif de cette méthode, c'est de commencer par une intégrale qui n'est pas évidente à calculer, puisque la primitive, on n'arrive pas à la trouver de manière évidente. Et puis grâce à cette transformation, on arrive à une primitive plus facile à calculer, et donc ça permet après de calculer l'intégrale. Alors bien sûr, vous pouvez revoir les exemples qu'on a déjà vus, et le premier de ces exemples, c'est l'intégrale, par exemple, de 1 à e de ln de x, et qui nous permet de trouver une primitive de la fonction ln, qui, je vous rappelle, c'est x ln de x moins x. Et puis, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour toutes les intégrales où vous avez soit le produit d'une fonction polynôme, soit par une fonction trigonométrique, soit par une fonction logarithmique, soit par une fonction exponentielle. Alors, bien sûr, je vous laisse regarder tout ça. Et en attendant, je vais vous donner un exemple d'application de l'intégration par partie. C'est dans le cas où vous avez une suite qui est définie par une intégrale. Et comme on a déjà vu, grâce aux différentes propriétés, on peut étudier la monotonie de la suite, on peut étudier la convergence, mais parmi les choses qu'on peut avoir aussi grâce à l'intégration par partie, c'est obtenir une relation de récurrence. Donc là, je vais vous donner un exemple. Je considère pour n appartenant à n, je considère la suite in définie par l'intégrale de 0 à 1 de xn exponentielle x dx. Alors bien sûr, vous voyez bien, pour n égale 0, bien sûr, c'est une primitive usuelle, on aura exponentielle de x, mais à partir de n égale 1, n égale 2, n égale 3, c'est pas facile de calculer cette intégrale. Alors, ce qu'on peut faire, c'est chercher, c'est-à-dire I0, je peux le calculer facilement, et donc, je peux par exemple voir s'il y a une relation de récurrence entre in plus 1 et in. Comme ça, si je connais I0, je peux connaître I1. Après, si je connais I1, je peux connaître I2, et ainsi de suite. Donc, je vais écrire c'est quoi in plus 1. Donc, in plus 1 est égal l'intégrale de 0 à 1 de xn plus 1 exponentielle de x dx. Et là, je vais plutôt utiliser ça, puisque si j'utilise xn plus 1 comme u' de x, quand on va primitiver, on va tomber sur du xn plus 2, ce qui ne m'arrange pas. Donc plutôt, on va partir de là. Donc je pose u de x est égal à xn plus 1, et puis v' de x est égal à exponentielle de x.
Là, je calcule la dérivée, donc u' de x, ça va faire n plus 1 x à la puissance n. Et puis là, c'est une fonction pour laquelle la primitive ne pose pas de problème. Donc v de x est égal à exponentielle de x. Alors bien sûr, pour pouvoir appliquer le théorème, il faut vérifier que ces deux fonctions sont de classe C1 sur 0,1. Ça, c'est une évidence. Donc je peux dire que u et v sont de classe C1 sur 0,1. Et donc, je peux appliquer le théorème. Donc, je peux dire ainsi, in plus 1 va être égal, donc comme ici, c'est u fois v prise entre a et b. Donc, ça va donner u, c'est xn plus 1 exponentielle de x entre 0 et 1, moins, et cette fois-ci, c'est u', c'est-à-dire ça, l'intégrale de 0 à 1, n plus 1 xn, et puis fois v, c'est-à-dire exponentielle de x dx. Soit, donc, soit in plus 1 égale. Alors, ici, quand je remplace par 1, ça va me donner E. Voilà. Et puis après, quand je remplace par 0, ça va donner 0. Moins. Et là, je peux sortir n plus 1 de l'intégrale. Et ça va donner l'intégrale de 0 à 1 xn exponentielle x dx. Et du coup, ici, ça, ce n'est rien d'autre que in. Donc, conclusion. Et ça sera notre relation de récurrence. In plus 1 est égal à E moins n plus 1 in. Et donc, vous voyez, grâce à cette relation de récurrence, je peux calculer de manière successive tous les termes de la suite. I0, je l'ai facilement, puisque j'aurai la primitive de x que je peux calculer. Et du coup, quand j'aurai I0, j'aurai I1 qui est égal à E moins I0. Et puis I2 est égal à E moins 2 I1, et ainsi de suite. Voilà pour cet exemple. Alors, ensuite, donc, on verra à l'occasion des exercices des situations où on va appliquer l'intégration par partie. Alors, au niveau de l'évaluation, surtout dans les sujets de concours, ce qui est recommandé dans vos programmes, c'est que lorsque l'intégration par partie est évidente, bon, on va vous laisser faire. Par contre, des fois, c'est pas évident de choisir cette technique, donc on va vous donner l'indication et on va vous dire, en utilisant, c'est-à-dire calculer cette intégrale ou bien trouver une relation de récurrence ou des choses comme ça, en utilisant une intégration par partie. Voilà. Alors, l'autre méthode qui est nouvelle, qui va être nouvelle pour vous, c'est la technique de changement de variable. Alors, je présente d'abord le théorème, je le démontre rapidement, j'explique comment ça marche, et puis on va voir comment ça fonctionne sur deux exemples. Donc, le théorème dit, si vous avez une fonction phi de classe C1 sur un intervalle, enfin sur un segment alpha bêta, et si vous avez une fonction f qui est continue sur i, avec f de, c'est phi de alpha bêta est inclus dans i, c'est-à-dire quand vous calculez les images des éléments de alpha bêta par la fonction phi, et bien toutes ces images appartiennent à i. Et donc si vous avez ça, alors l'intégrale de alpha à bêta de f phi de x, phi prime de x dx est égale tout simplement à l'intégrale de phi de alpha à phi de bêta de f de t dt. Donc voilà la technique.
Donc, tout simplement, pourquoi on appelle ces techniques de changement de variable? Puisque, soit, on peut le voir dans ce sens-là, phi de x, on la remplace par t, ou bien, inversement, t, on peut la remplacer par phi de x. C'est-à-dire, c'est un théorème qu'on peut utiliser dans les deux sens. Et d'ailleurs, je vais vous donner deux exemples. Dans un cas, dans le premier exemple, on va l'utiliser dans le premier sens, et puis dans le deuxième exemple, on va l'utiliser dans ce sens-là plutôt. Alors d'abord, une petite démonstration du théorème, démonstration. Donc tout simplement, je vais calculer d'abord ça, et je vais montrer, et je vais calculer ça, et je vais montrer que je vais obtenir la même chose. Ben, tout simplement, f est continu sur i. Et puis, j'ai phi de alpha, phi de bêta, qui appartiennent éléments de i. Alors ça, je le sais grâce à ça. Et donc, déjà, f est continu sur i, ça veut dire que f admet une primitive grand F sur i. Et puis, bien sûr, comme phi de alpha et phi de bêta sont des éléments de i, et bien tout simplement, l'intégrale de phi de alpha à phi de bêta de f de t dt va être égale à f de phi de alpha, phi de bêta, pardon, moins f de phi de alpha. Donc déjà, j'ai ce résultat-là. Alors, ce que je vais faire, je vais calculer maintenant cette intégrale et je vais montrer que je vais obtenir exactement le même résultat. Alors, je prends f de phi de x fois phi prime de x. Et bien ça, tout simplement, c'est f. Je peux la remplacer par grand F'. Donc ça va donner grand F' rang phi de x multiplié par phi prime de x. Et ça nous rappelle quelque chose, c'est tout simplement la dérivée de f rang phi. Donc ça va donner égal à f rang phi prime de x. Et donc je reprends l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de x fois phi prime de x dx. Et bien ça va être l'intégrale de alpha à bêta de f rang phi prime de x dx. Et là, bien sûr, f rang phi prime, sa primitive, ça va être f rang phi. Donc ça va donner f rang phi de bêta moins f rang phi de alpha. C'est-à-dire f de phi de bêta moins f de phi de alpha. Donc vous voyez, on obtient exactement la même chose. Donc ça veut dire que cette intégrale est égale à cette intégrale. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on utilise cette technique? Ben, comme vous le verrez dans les exemples, par exemple, quand on utilise la technique dans ce sens-là, on a généralement une intégrale pour laquelle, enfin la fonction qu'on a là, on a du mal à trouver sa primitive. Mais on voit que grâce à cette transformation, on arrive à trouver une primitive, une fonction pour laquelle on peut calculer la primitive facilement. Et inversement, des fois, on a une fonction pour laquelle on n'arrive pas à trouver une primitive de manière évidente, de manière facile, avec les méthodes qu'on connaît. Mais quand on fait ce changement de variable, c'est pas toujours gagné, mais quand ça marche très bien. Donc, quand on fait ce changement de variable, on tombe sur cette expression, et là, enfin, heureusement, c'est une expression pour laquelle le calcul de primitive est simple. Voilà. Donc, on va voir les exemples,
et vous verrez comment ça marche, comment ça fonctionne dans la pratique. Alors, je commence par l'exemple 1. Alors, l'exemple 1, voilà, pardon. Donc, exemple 1, j'ai l'intégrale i qui est égale à l'intégrale. Alors, c'était de 0 à 1, voilà, de 0 à 1, de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de 2x dx. Alors, ce que je peux faire, je peux écrire ça sous la forme. Alors, bien sûr, trouver une primitive de cette fonction, c'est pas évident puisque même si j'appelle ça u, si je calcule u', je ne vais pas tomber sur ça. Donc, c'est pas facile, c'est pas évident de trouver une primitive de cette fonction avec les techniques classiques qu'on a déjà vues. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre sous cette forme-là, et puis on va voir si on peut dégager de ça une certaine fonction f, une certaine fonction phi, et puis voir si, et puis là, phi' de x. Donc, tout simplement, ça, je dis que c'est l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus, et là, exponentielle de x, je peux l'écrire sous la forme exponentielle de x au carré, fois exponentielle de x dx. Alors, ce que je peux remarquer, c'est que cette fonction, c'est la composition de deux fonctions. Je prends x, d'abord, j'applique sur lui la fonction exponentielle de x, et puis à ce résultat-là, j'applique la fonction qui a x associé 1 sur 1 plus e de, x au carré. Donc je peux dire que 1 sur 1 plus exponentielle de x au carré est égal à f rang phi de x avec, alors phi c'est la fonction qui a x associé exponentielle de x, et f c'est la fonction qui a x associé 1 sur 1 plus x au carré. Alors bien sûr, vous remarquez que phi, elle est de classe C1 sur 0, 1, et puis la fonction f, elle est continue sur R, donc elle est en particulier continue sur l'image de segment 0,1 par la fonction exponentielle. Donc là, on a bien les conditions du théorème. Et donc du coup, ce que je vais faire, je vais poser t, une nouvelle variable que je vais appeler t, qui va être égale à phi de x. Et comme les choses sont bien faites, vous remarquez que phi de x est égal à exponentielle de x, et puis phi' de x est égal à exponentielle de x qu'on retrouve ici. Et donc la technique consiste à dire, on pose t est égal à phi de x est égal à exponentielle de x. Et là, ce que je vous recommande de faire, comme ce qu'on avait fait pour les sommes, les sigma, quand on fait un changement d'indice, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire toujours un tableau. Alors, un tableau à 2 colonnes. Donc, dans la première colonne, vous mettez tous les renseignements qui concernent x. Et dans la deuxième colonne, vous mettez tous les renseignements qui concernent t, c'est-à-dire la nouvelle variable. Donc, ici, x, vous avez x et t, c'est exponentielle de x. Et donc, d'abord, on va commencer par les bornes. C'est comme dans une somme, quand on a i est égal 0 qui va de 0 à n, après on fait j est égal à i plus 1 ou i moins 1 ou quelque chose comme ça, et on met la somme de j est égale, et on trouve les nouvelles bornes. On fait exactement le même travail ici. Donc là, x, je pose les bornes de x, 0 et 1. Alors, quand x vaut 0, t va prendre la valeur 1. Et quand x prend la valeur 1, t va prendre la valeur e. Donc ça, déjà pour les bornes. Après, il faut dire ce terme-là, le dx. Donc le dx, pour x, c'est dx.
Et après, pour t, je dois passer à des t. Et des t, c'est quoi? Si vous regardez bien cette expression, des t, et ça, f de t, c'est bien f de phi de x. Et des t, c'est quoi? C'est phi prime de x fois dx. Donc, ça sera la dérivée de cette fonction multipliée par dx. Et donc, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est exponentielle de x dx. Voilà. OK. Donc déjà, c'est très important de mettre ce tableau et de mettre dans ce tableau tous les renseignements nécessaires sur les deux variables, sur la variable x et sur la deuxième variable t. Et du coup, comme pour les sommes, je peux dire directement que ça, c'est égal à l'intégrale de, donc, on va dire adieu à la variable x et bienvenue et bonjour à la variable t. Et donc, cette fois-ci, la variable t, elle va aller de 1 jusqu'à e. Et puis, cette fois-ci, e de x, je le remplace par t. Donc, ça va donner 1 sur 1 plus t carré. Et puis, tout ça, exponentielle x dx, tout ça, c'est dt. Ah, quel soulagement! Je suis parti d'une intégrale dans laquelle la primitive était impossible à calculer, et grâce à ce changement, j'arrive à une intégrale pour laquelle la fonction qui est là, eh ben, sa primitive, on la connaît. Elle fait même partie des primitives usuelles, d'après ce que j'ai dit, je pense, dans la première séquence. Alors, 1 sur 1 plus t carré, c'est quoi sa primitive? Eh oui, c'est arc tangente de t. Donc là, je peux dire, alors je vais effacer un petit peu pour pouvoir écrire. Donc je peux dire, ou bien j'ai de la place encore ici. Donc je peux dire que i est égal à arc tangente de t à prendre entre 1 et e. Alors ça va donner arc tangente de e. Alors c'est pas une valeur particulière, donc ça reste comme ça, arc tangente de e. Et si besoin, on va chercher à la calculatrice, ça va le rapprocher. Par contre, arc tangente de 1, là vous connaissez, on l'a déjà vu. Donc c'est le réel appartenant à moins pi sur 2, dont la tangente est égale à 1. Et c'est bien sûr pi sur 4. Pi sur 4. Voilà. Et donc i est égal à arc tangente e moins pi sur 4. Et donc vous voyez comment, grâce à cette technique, comment cette intégrale qui était au départ impossible à calculer, du coup, on l'a transformée en une intégrale simple et facile à calculer. Alors, dans ce type de situation, généralement, la consigne du programme, c'est de vous donner le changement de variable, sauf quand c'est évident. Et là, ça paraît quand même évident. Enfin, bien sûr, aujourd'hui, c'est pas peut-être évident pour vous, mais avec l'expérience, avec la manipulation de plusieurs situations et de plusieurs exercices, ben, ça va être évident pour vous, quand vous voyez une expression comme ça, de dire, eh ben, le t, ça va être exponentielle de x. Voilà. Alors, on va voir un deuxième exemple. Donc, dans ce cas, quel sens on a utilisé? On a utilisé ce sens-là, le sens aller. Maintenant, on va voir le sens retour. Je vais vous donner une autre intégrale et vous verrez que ça ne va pas être évident de la calculer puisque la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, il a une primitive qui n'est pas évidente à trouver. Mais grâce à un changement de variable judicieux, eh bien, tout simplement, on va pouvoir la calculer, la transformer en une intégrale facile à calculer. Donc, je vais effacer tout ça et on va passer à l'exemple 2. Alors, dans cet exemple, on va, je vais vous donner exemple 2.
Alors, J, je vais l'appeler J. Alors, on peut leur donner des noms comme ça. C'est l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x, enfin moins t carré, pour respecter les, voilà, dt. Et donc, on a beau chercher, trouver une primitive de cette fonction, c'est pas évident. C'est vrai, s'il y avait ici un petit t, ça nous aurait arrangé, mais il n'y a pas de t, donc ça, on ne peut pas utiliser les techniques usuelles, les techniques de base pour les recherches de primitives. Et donc, on va essayer de trouver une fonction phi de x qui est égale à t pour mettre l'intégrale sur cette forme-là et voir si c'est possible de trouver une intégrale plus simple à calculer. Alors bien sûr, dans ce type de situation, le programme quand même nous dit que, surtout dans ce sens-là, on va souvent vous donner le changement de variable. On va vous dire, on pose t est égal. Mais là, je vous invite à appuyer sur pause et à essayer vous-même, de votre propre initiative, proposer un changement de variable. C'est-à-dire, vous dites, on pose t égale quelque chose, enfin je vais mettre phi de x, et puis vous laissez travailler votre imagination, et puis vous proposez une transformation, je ne sais pas moi, enfin vous mettez ce qui vous passe par la tête comme fonction, et puis vous dites, voilà, je vais essayer. Et vous appliquez la méthode comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire vous faites le petit tableau, vous calculez phi' de x, etc. Et puis vous regardez, est-ce que vous allez obtenir une intégrale plus simple ou non. C'est juste pour bien comprendre. Alors, je dis pas, si vous avez de la chance et que vous tombez dessus tout de suite, là il n'y a pas de problème, vous n'allez pas voir la difficulté. Mais par contre, si vous tentez plusieurs choses et puis qu'à chaque fois vous voyez que ça n'aboutit pas, ben ça va vous montrer quand même la difficulté de cette méthode, surtout dans le choix de la bonne nouvelle variable. Donc, pause et on cherche un petit peu. Alors, je reviens vers vous. 1 moins t carré, eh ben, ça me rappelle une formule de trigonométrie célèbre. 1 moins cosinus carré est égal sinus carré de x, et 1 moins sinus carré de x est égal à cosinus carré de x. Donc, le changement de variable qu'on va utiliser, et que vous verrez, je ne sais pas si vous avez réussi à le trouver vous-même ou non, c'est sinus x. Voilà, t est égal à phi de x est égal à sinus x. Et donc, je vais faire le petit tableau. Alors là, je mets tout ce qui est x, et là, tout ce qui est t. Alors, au niveau t, il démarre à 0, et il s'arrête à 1. Et donc là, j'ai des t, et là, j'ai des x. Alors, là, par contre, il faut penser à l'envers. Ça veut dire, t est égal à 0, il faut voir quel est le x dont le sinus est égal à 0. Donc, le plus évident, ce qui nous semble le plus simple, c'est de dire c'est 0. Et puis après, il faut chercher le x dont le sinus, donc là déjà j'écris est égal à sinus x, donc dont le sinus est égal à 1. Donc le plus simple qu'on voit, c'est pi sur 2. Et là, dt, eh bien tout simplement c'est comme tout à l'heure, dt ça sera phi' de x fois dx. Donc il faut calculer la dérivée de cette fonction, ça va donner cosinus de x dx. Et là, j'ai j est égal. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est aussi appuyer sur pause, et puis vous avez déjà pas mal de données, et essayer de calculer l'intégrale grâce à ces données, et puis voir à la fin si vous allez aboutir au même résultat que moi ou non. Donc, j est égal, du coup, adieu t,
et bonjour le x. Donc là, le t, il va de 0 à 1. Par contre, le x, il va de 0 à pi sur 2. 0 à pi sur 2. Et puis racine, ici c'est 1 moins t carré, t, je le remplace par sinus x. Donc 1 moins sinus carré de x. Et puis, le dt, c'est quoi? C'est cosinus x dx. Donc cosinus x dx. Bon, ça a l'air toujours compliqué. On continue. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2. Alors, tiens, 1 moins sinus carré de x, c'est quoi? C'est cosinus carré de x. Donc j'aurai racine de cosinus carré de x fois cosinus x dx égale intégrale de 0 à pi sur 2. Racine de cosinus carré de x, c'est, attention, c'est plutôt valeur absolue de cosinus x. Donc normalement, c'est valeur absolue de cosinus x fois cosinus x dx. Et là, je suis quand même sur 0 pi sur 2. Donc sur 0 pi sur 2, je sais que cosinus x est positif. Donc ça va faire cosinus x fois cosinus x, c'est-à-dire cosinus carré x. Donc c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus carré x dx. Voilà. Et donc déjà ça va mieux. On passe de cette fonction, enfin cette intégrale dans laquelle une fonction, c'est presque impossible de trouver sa primitive, et on arrive à cette intégrale-là pour laquelle, bon, il y a un espoir, il y a encore du travail, mais il y a un espoir pour trouver une primitive. Alors, pour trouver une primitive, eh bien, tout simplement, vous rappelez que cosinus 2x est égal à 2 fois, enfin, cosinus carré x moins sinus carré x est égal à 2 fois cosinus carré x moins 1. Enfin, il suffit tout simplement de linéariser. Et donc, cela implique que cosinus carré x est égal à cosinus, enfin, 1 demi de cosinus 2x plus 1. Donc, je peux remplacer cosinus carré x par 1 demi de cosinus 2x plus 1. Et là, j'arrive à des choses qui sont faisables quand même. J'arrive à des primitives qui sont plus faciles à calculer. Alors, je vais effacer cette partie. Voilà. Cette partie. Et je vais dire que J est égal à 1 demi de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus 2x plus 1 dx. Et là, c'est facile à calculer. Donc, 1 demi. Donc, ça va faire 1 demi de sinus 2x plus x à prendre entre 0 et pi sur 2. Alors, en sinus 2x en pi sur 2, ça va donner sinus pi, ça fait 0. Et en 0, ça fait 0. Donc, ce qui va rester, c'est x en pi sur 2. Et donc, ça va donner soit j est égal à pi sur 4. Et voilà, vous voyez que grâce à ce changement de variable, on a réussi à calculer cette intégrale qui au départ était impossible à calculer avec les méthodes classiques. Alors j'ai un petit défi à vous soumettre. Par rapport à cette intégrale-là, vous pouvez dire, au lieu de dire cosinus carré de x, vous pouvez laisser cosinus x fois cosinus x dx. Et le petit défi que je vais vous donner, c'est de ne pas utiliser cette transformation trigonométrique, mais d'essayer de calculer cette intégrale, comme ça, ça vous fera manipuler un petit peu ces calculs, de calculer cette intégrale en utilisant une intégration par partie. Voilà. Donc vous essayerez et puis vous revenez vers moi pour me montrer ce que vous avez fait et puis demander des petites indications si jamais il y a un blocage pour débloquer progressivement les choses. Voilà. Alors, avant de finir, j'aimerais quand même vous présenter quelques applications
du changement de variable. Alors, je vais vous donner juste les résultats et je vais vous laisser le soin de démontrer ces résultats, puisque ça se démontre. La démonstration est assez simple et comme ça vous fait manipuler les changements de variables et puis à l'approche de ces choses-là. Alors, application. Donc, la première application, c'est, vous avez une fonction f continue sur un intervalle, enfin un segment moins a, a. Donc, première application, moins a, a. Et donc, si f est pair, alors l'intégrale de moins a à a de f de x dx va être égale à 2 fois l'intégrale de 0 à a de f de x dx. Donc ça paraît logique si je fais un petit schéma. Donc là vous avez a et là vous avez moins a. Alors comme la fonction est paire, là, je vais mettre plutôt moins a ici. Donc, je vais voir, hop, c'est plutôt là, moins a. Et comme la fonction est paire, il y a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et donc là, c'est l'intégrale de moins a à a de f de x. Et là, vous voyez que cette partie-là, c'est la même chose que cette partie-là. Et donc l'aire totale, c'est 2 fois cette partie-là. Donc il faut démontrer ce résultat en utilisant bien sûr un changement de variable et en utilisant le fait que la fonction est paire. Alors ce qu'il faut faire, c'est, je vous donne juste le point de départ, c'est utiliser la relation de Schall pour décomposer cette intégrale en 2 parties, comme ça, plus ça, et puis montrer que ça, c'est la même chose que ça. Voilà, je vous laisse le faire pour la prochaine fois. Et puis le deuxième résultat, si f est impair, alors l'intégrale de moins a à a de f de x dx, à votre avis, ça va donner quoi? Égal, bien sûr, c'est 0. Alors, je fais un petit schéma pour vous montrer les choses. Alors là, vous avez a, là, vous avez moins a, et donc, comme c'est impair, ça veut dire qu'il y a une symétrie par rapport à O. Et donc, vous voyez que ça, cette partie-là, c'est la même aire que cette partie-là. Et d'après ce qu'on avait dit sur l'interprétation géométrique de l'intégrale, eh bien, l'intégrale de moins a à a, ça sera ça qui va être compté positivement, moins cette aire-là qui va être comptée négativement. Et donc, ça va donner, comme les deux sont identiques, enfin, comme les deux domaines ont la même aire par symétrie, et bien tout simplement, ça va donner 0. Donc là aussi, vous faites la même chose, c'est-à-dire vous faites la relation de Schall, et puis après, vous prenez une partie de la relation, et puis vous travaillez dessus pour montrer que c'est l'opposé de l'autre. Et comme ça, vous aurez le résultat que vous cherchez. Alors la deuxième application, alors je vais effacer ça, ça concerne les fonctions périodiques. Donc vous avez, petit 2, deuxième application, vous avez f continu et t périodique sur R. Alors bien sûr, t est strictement supérieur à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire t périodique sur R? Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à R, f
de x plus t est égal à f de x. Voilà. Alors, le résultat qu'il faut démontrer, c'est que, quel que soit a appartenant à R, l'intégrale de a à a plus t, c'est-à-dire si vous intégrez votre fonction sur n'importe quel intervalle de longueur t, c'est-à-dire de f de x dx, et bien ça, vous allez obtenir la même chose que l'intégrale de 0 à t de f de x dx. Voilà. Alors, bon, je vous laisse le soin de faire une illustration graphique de ce résultat pour le voir. Et après l'illustration graphique, il faut démontrer le résultat. Alors, pour le démontrer, même chose, vous partez de ça, a à a plus t, f de x dx. Et puis après, vous utilisez la relation de Schall pour faire apparaître cette intégrale. Et dans cette relation, vous aurez bien sûr cette intégrale et vous aurez une autre partie, d'autres facteurs. Et bien, il faut montrer que tous ces facteurs-là qui sont en trop sont tous, enfin, ça donne un résultat qui est égal à 0. Et ça, pour le faire, il faut d'abord utiliser ça, le fait que f de x est égal à f de x plus t, utiliser un changement de variable judicieux. Là, c'est à vous de le trouver comme ici, mais vous verrez, il n'est pas compliqué, il n'est pas difficile à trouver. Là, dès que vous allez utiliser le fait que la fonction est paire f de x, c'est la même chose que f de moins x, vous allez trouver tout de suite le changement de variable. Même chose ici. Et là aussi, dès que vous écrivez que f de x, c'est f de x plus t, et vous regardez le théorème de changement de variable, vous allez dire, mais évidemment, phi de x est égal à ça, ou bien t est égal à ça en fonction de x. Donc, bon courage pour ces recherches et ces investigations, et à bientôt.